C'était la veille de Noël. Perdu dans ses pensées, Paul, un adorable petit garçon, admirait de sa fenêtre le ciel, joliment étoilé. Son frère Nicolas et sa sœur Lola le questionnaient. « À quoi songes-tu? Tu as l'air si préoccupé. » Paul pointa son doigt vers le ciel et répondit. « Je rêve de découvrir ce qu'il y a dans le ciel, de me promener au beau milieu des étoiles. N'est-ce pas votre rêve à vous aussi ?» Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau point lecture. Donc petit aparté sur l'introduction de cette vidéo. Comme vous le savez, pour cette nouvelle année, avec Steph, on a décidé de se faire la book jar de la binôme. Donc chaque mois, on tire dans une book jar le livre que l'autre devra lire pendant le mois. Steph a réussi à lire son livre et moi je me suis lamentablement foirée pour le mois de janvier. Du coup, elle m'a donné le défi de lire un extrait d'un livre pour enfants bien kitsch à souhait et de le faire d'une voix bizarre. Donc non, je n'ai pas craqué, c'était juste le défi et je n'avais le droit de vous prévenir de ce gage du moins qu'une fois que ce serait fait. Donc maintenant que c'est fait, j'espère que Steph que tu es contente. Donc j'ai pris un extrait assez court parce que tu ne le sais pas, mais je suis malade, j'ai une angine blanche. Donc comment te dire que ce court extrait m'a démoli la gorge. Et un conseil, ne te loupe jamais. Parce que j'ai deux défis en tête et tu risques de le regretter si tu te loupes. Donc lis bien tes livres en temps et en heure. Bon, sur ce, on va passer maintenant au point lecture. Et donc j'ai 4 livres à vous présenter. Je prends une petite feuille parce que j'en ai 2 en numérique, donc pas que j'en oublie un. Donc je commence avec La véritable histoire des contes de fées, ce que Walt ne nous a jamais dit, de Julie Gray, publié aux éditions Jourdan. Donc dans ce livre, ça va nous raconter d'une façon un peu particulière. On va se retrouver au paradis avec un nouvel arrivant. Et il va se rendre compte qu'il y a une convention qui se déroule à raison d'une séance par semaine sur les œuvres de Walt Disney. Donc tout simplement, c'est Walt en lui-même, maintenant qui est au paradis, va dispenser ce séminaire. Et du coup, qui de mieux que le maître lui-même pour nous parler de sa vie, de ses œuvres, du studio, des produits dérivés qui découlent des films Disney qu'on connaît tous, quoi. Et on a plusieurs célébrités également décédées qu'on va retrouver, comme Valérie Benguigui, on a Robin Williams, on a une certaine Juliette. Donc voilà, et en fait on va retracer les plus grosses œuvres de Walt Disney, savoir où est-ce qu'il a pris son inspiration, pourquoi il s'est un peu éloigné des conclusions un peu clairement sordides des vrais contes, parce que si on connaît certains vrais contes, honnêtement, c'est pas ils vécurent heureux, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On est très très loin de ça et les morales sont souvent très cruelles. Donc il nous explique pourquoi il a fait ces changements. On a également différentes adaptations autres que la sienne sur les mêmes contes qui nous sont présentés. Il nous présente rapidement Charles Perrault, les frères Grimm, ce genre de choses. L'auteur de Pinocchio par exemple, qui est italien. Et c'est vrai que pour tous ceux qui aiment les œuvres de Walt Disney, je trouve que c'est vraiment un ouvrage à lire. Parce que bon, il fait 17,90 €, mais c'est vraiment un bel ouvrage et j'adore comment c'est fait. En plus, vous avez, si j'arrive à la prendre, je suis un peu éblouie, donc j'espère que ça va aller parce que j'ai laissé le flash vu qu'il fait très sombre pour avoir une meilleure luminosité sur la vidéo. Et je vais être aveugle avant la fin de la vidéo, je crois. Donc on a ce genre d'illustration. On a des dialogues, bien évidemment, entre les différents personnages. On a des petits encadrés comme ça sur certaines œuvres. On a donc le descriptif que je vous parlais sur les frères Grimm et Charles Perrault. On a une double page comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la façon que Julie Gray a de nous raconter ceci. Je veux dire, c'est toujours... elle aborde pas que les succès du studio. Et c'est ce que je ne savais pas forcément, c'est qu'il y a certains films qui ont fait un bide total et qui ont failli couler le studio Walt Disney. Donc on nous raconte aussi bien ses réussites, ses échecs, ses espoirs, ses attentes, ce qu'il a en projet de faire et est-ce qu'il a réussi à les concrétiser. Mais on parle aussi des œuvres après sa mort. Ce que son frère Roy a continué pendant un moment et ce que les autres personnes ont continué après la mort du second frère également. Et ce qu'ils en ont donné aujourd'hui, ça va jusqu'à... On nous parle par exemple jusqu'à la Reine des Neiges. Donc c'est vrai qu'en plus, on a quand même pas mal d'humour dans les dialogues et c'est ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé
C'est vraiment un moyen d'en apprendre beaucoup plus sur Walt Disney, sur donc sa vie, ses œuvres, son studio, les parcs d'attractions, les produits dérivés, les DVD et cassettes VHS qui au début n'avaient pas lieu puisque le premier dessin animé a été Blanche-Neige et il est sorti dans les années 1930, parce qu'il est sorti avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'à cette époque, on n'avait pas les films en DVD ou en cassette VHS, donc on peut aussi considérer ça à la base comme un produit dérivé. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Moi, c'est vrai que j'aime bien apprendre des choses, mais alors quand c'est de manière trop scolaire, ça a vite fait de me pomper l'air, clairement. Alors que là, j'ai passé un excellent moment. À la base, j'avais prévu de me lire un petit chapitre. Chaque chapitre correspond à, en général, une œuvre différente. Sauf pour une ou deux où ça prend 2 chapitres, puisque c'est des œuvres où on a beaucoup de choses à nous dire dessus. Et en général, chaque heure se consacre donc... c'est pas, les chapitres ne sont pas des chapitres tels quels. Je veux dire, c'est par exemple, 2e heure. Je sais pas si vous allez voir. Et c'est vrai que du coup, l'ouvrage nous permet d'apprendre beaucoup de choses, mais de façon fluide, agréable, drôle, de manière ludique. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et ce que j'ai apprécié aussi également, c'est qu'à la fin du livre, l'auteur a décidé de nous faire une liste des supports sur lesquels je suppose elle a dû se pencher pour écrire ce roman. Donc on a des films, on a des documentaires, on a des livres également. Donc voilà, c'est écrit lecture recommandée pour le séminaire. Donc on a quand même tout un tas. Et je trouve ça sympa parce qu'au final, si on veut en savoir plus, on sait qu'on va pouvoir... voilà, il y a aussi des articles. Et c'est vrai que du coup, on peut se pencher sur d'autres ouvrages. Et on sait lesquels choisir puisqu'elle nous fait une liste détaillée à la fin. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Qui me tardait de lire parce que quand il est sorti, il me faisait très envie. Et ma chronique, si vous voulez en savoir un peu plus, est disponible sur le blog, donc vous la retrouverez en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, on passe au second livre papier que j'ai lu. J'ai lu celui-ci avant La véritable histoire des contes de fées, mais bon. Il s'agit du Pays des contes, le sortilège perdu de Chris Colfer chez Michel Lafon. Donc c'est le tome 1 que j'ai lu en LC avec Steph qui m'a donné le joli gage que vous avez vu en début de vidéo. Donc ici, on va suivre des jumeaux, c'est Alex et Connor. Je sais pas comment ça se prononce en fait. Déjà, j'ai l'habitude du prénom Connor, pas Connor, mais bref. Ce sont des jumeaux qui vont fêter leur 12e anniversaire quand on les rencontre. Et malheureusement, pas grand chose ne va pour eux. Ils ont perdu leur père alors qu'ils s'apprêtaient à fêter leur 11e anniversaire. Suite à des difficultés financières, leur mère a dû vendre la librairie de leur père puisqu'il était libraire. Ils ont dû vendre leur ancienne maison, en avoir une plus petite. Et leur mère est obligée de faire beaucoup d'heures supplémentaires pour réussir à peu près à joindre les deux bouts. Pour leur 12e anniversaire, leur grand-mère un peu faux-folle, un peu excentrique, mais terriblement attachante et gentille, vient leur rendre visite, leur apporte un festin de roi et beaucoup de cadeaux. Parmi ces cadeaux, il se trouve un livre en particulier qui s'appelle Le Pays des contes. C'est un livre que leur père et leur grand-mère avaient l'habitude de leur lire lors de soirées autour de la cheminée, etc. Et en fait, ce livre est un peu particulier. C'est comme un peu, on va dire, un vieux grimoire. On a les histoires des contes de fées. Et un beau jour, le livre commence à faire des siennes dans les mains d'Alex, donc la petite fille. Il se passe des choses bizarres quand elle pose quelque chose sur le livre. L'objet disparaît dans le livre. L'objet émet des bourdonnements. Et un beau jour, elle va tomber dedans. Son frère Connor la suit parce qu'il ne veut pas être séparé de sa jumelle. Et ils vont donc être embarqués dans le livre Le Pays des contes. Mais dans ce Pays des contes, on est après ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et on se rend compte que c'est pas tout à fait tel qu'on nous le décrit dans les contes, entre autres de Walt Disney par exemple, ni dans ceux de Grimm ou de Perrault. Là, je veux dire, Boucle d'Or est une fugitive. Le petit chaperon rouge est loin d'être une petite fille innocente. Je veux dire, niveau coup fourré, coup de couteau dans le dos, elle excelle un peu, hein, le petit chaperon rouge. Et on va se plonger et rencontrer les différents personnages. Donc on en a déjà un bon paquet dedans. On a Blanche-Neige, on a Cendrillon, on a la petite sirène et ses sœurs.
On a la fée de Cendrillon, la marraine de la bonne fée, j'étais en train de chercher comment elle s'appelait en fait. On a la vilaine sorcière de Blanche-Neige, etc. Et c'est vrai que bon, c'est quand même très jeunesse, je veux dire, ils ont une quête à accomplir. Et lors de leur quête, j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui étaient un peu faciles, je veux dire, ils n'ont pas besoin d'être particulièrement rusés ou de réfléchir 150 ans pour trouver les objets de leur quête. Donc c'est vrai que c'est un peu simple sur ça. Mais en dehors de ça, j'ai beaucoup aimé. Et vu que c'est un ouvrage jeunesse, au final, ça m'a pas bloqué, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Maintenant, ça aurait été un livre plus, on va dire, young adulte ou new adulte. Oui, là, j'aurais probablement tiqué face à ça. Mais vu que c'est de la jeunesse, ça parle de contes, j'adore les contes. Donc je me suis laissée emporter en fait tout au long des pages. Pourtant, il fait quand même 414 pages. Hein. Bon, c'est quand même écrit... Il y a des livres où c'est écrit plus gros avec plus de marge. Bon, après, ça se lit très vite aussi. Hein. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé suivre nos deux jumeaux. Après, on a deux révélations vers la fin. Alors, autant une, c'était couru d'avance. Je veux dire, j'avais envoyé des messages à Steph pour lui dire ça, je pense que c'est ça et ça. Au final, ça n'a pas loupé, c'était bien ça. Par contre, la toute dernière, j'avoue que autant Steph s'en était douté, autant moi, j'étais tellement prise dans ma lecture que j'ai pas réfléchi plus loin que le bout de mon nez et je ne l'ai pas vu venir. Mais en tout cas, pour tous ceux qui aiment les contes, encore une fois, je pense que c'est une série parfaite à lire. C'est une série où on voit aussi la méchanceté des gens, le côté gentil, mais on se rend compte aussi que tout le monde n'est pas ou tout noir ou tout blanc. Je veux dire, il y a pas mal de nuances entre les deux. Le plus méchant va être capable de faire des choses gentilles auxquelles on ne s'attend pas. Et les plus gentils, enfin ceux qui sont connus comme étant les plus gentils, peuvent être des fois aussi machiavéliques, hein, faut pas se leurrer. Donc la plume de Chris Colfer en plus est fluide, elle est agréable à lire, le livre est vraiment pas prise de tête et j'ai passé un excellent moment de lecture avec. Donc je ne sais pas si la chronique sera déjà publiée sur le blog quand vous verrez cette vidéo, mais si c'est pas le cas, elle le sera dans les jours qui suivent, donc je vous invite fortement à aller lire mon avis plus développé sur le blog. Mais en tout cas pour ce livre, on va lire en février le tome 2, en mars le tome 3, en avril le tome 4. Comme ça, on sera prête pour la sortie du tome 5 en mai. Normalement, il sort en mai, donc j'espère que ce sera bon. Ensuite, on va passer à un service presse que j'ai reçu grâce à Livrebook, que je remercie pour l'envoi de ce livre. Il s'agit de Face à toi. Donc, je vous mets la couverture quelque part par là. Donc, il est assez court, hein, il fait moins de 200 pages. Notre héroïne a 36 ans. Je vous avoue que je ne sais plus très bien comment elle s'appelle. Donc elle a 36 ans. Elle a perdu la personne qu'elle aimait, son premier amour, à l'âge de 18 ans. On ne sait pas vraiment pour quelle raison. Et en fait, elle refuse toute relation avec un homme. La seule personne qu'elle voudrait, c'est donc son ex-chéri, on va dire. Et je sais pas, ça fait 18 ans qu'elle ne prend pas de plaisir solitaire. Donc là, on est dans un livre plus pour adultes. Clairement, je vois pas qui... Alors, même si on n'est pas à la lettre de ça, au bout de 18 ans, il y a un moment donné, je sais pas quoi. Je veux dire, sa meilleure amie lui a offert un sextoy, par exemple, elle s'en est jamais servie. Au bout de 18 ans d'abstinence, je comprends pas. Et je comprends pas comment on peut... Alors oui, après, peu importe la raison pour laquelle elle a perdu un être cher, je veux dire, c'est compliqué de se remettre en selle, c'est compliqué de faire abstraction, de continuer sa vie, je veux bien le comprendre. Mais au bout de 18 ans, il y a un moment donné, il faut se secouer quand même. Donc, et elle travaille dans un bar, donc elle a deux amis, sa meilleure amie et un garçon qu'elle avait connu quand ils étaient ados. Après s'être éloignés, ils se sont retrouvés et il lui a trouvé un job dans une boîte de nuit en tant que serveuse. Et un beau soir, un homme arrive au milieu de la foule. Elle le remarque parce qu'il est habillé en costard-cravate alors que c'est pas forcément le mode vestimentaire de la boîte de nuit. Ils s'échangent des regards et hop, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et on va les suivre tous les deux. Donc lui aussi a des choses qu'il cache, on ne sait pas quoi exactement. Et je vous avouerai qu'arrivé à un tiers ou la moitié du livre, je ne sais plus, j'ai lâché l'affaire. J'ai abandonné cette lecture, tout simplement parce que ça manquait cruellement de crédibilité à mes yeux et que je n'avais pas envie de perdre plus de temps sur cette lecture.
Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. Après j'ai fait un avis un peu plus développé encore une fois sur le blog. Donc je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse. Mais clairement avec moi ça ne l'a pas fait du tout. Donc c'est comme ça, c'est pas grave. Je l'ai arrêté puis je suis passée au suivant. Et le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit du premier tome de Lebenstunnel d'Oksana Hopp, qui est pour l'instant sorti en version numérique sur Amazon à 99 centimes et dont la version papier a été avancée et sortira au final je vais dire le mois prochain, non, on est en février, donc ce mois-ci, probablement en fin de mois, je pense, chez Rebelle Édition. Donc ce livre, c'est un mélange de dystopie et d'uchronie. En fait, on est en 2145. Les événements ne sont pas tels que nous on les connaît, c'est-à-dire Hitler n'a pas perdu la Seconde Guerre mondiale, bien au contraire, il l'a gagnée. Il a réussi, avec l'aide de ses successeurs, puisqu'on est 200 ans après la Seconde Guerre mondiale, à créer la race parfaite aryenne. Donc ils sont tous blancs aux yeux bleus. Enfin, c'est ce qu'il avait voulu faire, au final, a pris jour et on s'apprête à fêter le bicentenaire de sa victoire. Et on va suivre donc Krista, une jeune aryenne parfaite, qui travaille dans un Lebensborn. Alors, je suis désolée si ça se prononce pas comme ça, mais moi l'allemand ça fait 150, alors j'en sais rien. Déjà, je connais la prononciation du titre parce que j'ai demandé à l'auteur, donc excusez-moi pour ma prononciation si elle est mauvaise. Donc ici c'est un centre où en fait les femmes accouchent et où les enfants sont testés à 3 âges différents. Donc à la naissance ils sont testés, plus encore à 3 âges différents pour être sûr qu'ils concordent parfaitement à la race aryenne. Si ce n'est pas le cas, ils sont tout simplement éliminés des registres, éliminés de la population et on passe à autre chose. Et Krista qui n'a toujours vécu que dans ce monde avec ses lois, ses règles, pour elle il n'y a rien de particulièrement choquant à ça. Et un beau jour en rentrant du travail, elle va tomber sur une communauté qu'elle ne soupçonnait pas, qui normalement était censée être éradiquée donc depuis 2 siècles. Et elle va devoir les suivre contrainte et forcée dans les souterrains. C'est alors que là, elle va faire la rencontre d'un groupe de personnes. On ne sait pas comment ils sont arrivés là, on ne sait pas si c'est des descendants simplement directs de ceux qui n'ont pas éventuellement péri lors de la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas trop au départ. Et on va rencontrer surtout Elias, qui va être un peu au fil du temps le meneur, on va dire. Et Krista et lui ont beaucoup d'a priori l'un envers le peuple de l'autre. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est la complexité des personnages, la complexité du monde dans lequel évoluent nos personnages. Et ce que j'ai aimé, c'est que voilà, Krista elle découvre ce monde, mais c'est pas parce qu'on lui dit ça, que ça y est, elle le gobe et elle fait abstraction de tout ce qu'elle a vécu, puisqu'elle a 17 ans, donc ça fait quand même 17 ans qu'elle a été formatée dans son monde pour répondre aux exigences, etc. Et pour elle, elle n'y croit rien. Pour elle, si ces personnes avaient été éradiquées, c'est parce qu'elles étaient mauvaises, c'est parce qu'ils répandaient le malheur, la mort et ce genre de choses. Et elle va pas simplement croire ce qu'on lui dit comme ça, quoi, en un claquement de doigts. Je veux dire, elle va faire des découvertes au fur et à mesure, qui même là, elle va se poser brièvement la question de savoir si ce qu'on lui a inculqué est vraiment vrai. Et au final, elle va se dire, non, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et Elias, ça va être pareil de son côté, il déteste le peuple arien. Et c'est pas parce qu'il voit que Krista n'est peut-être pas aussi mauvaise que ce qu'il imagine, que forcément il va l'accueillir à bras ouverts, etc. Et c'est vrai que la différence entre les deux communautés m'a beaucoup plu, les personnages sont crédibles. Et ça, c'est un gros plus dans le livre. Et j'ai vraiment passé un excellent moment. Par contre, je vous préviens tout de suite, l'auteur, comme d'habitude, est un petit peu sadique sur la fin. Bon, elle ne nous laisse pas sur un cliffhanger de malade non plus, avec quelqu'un comme par exemple un personnage qui est en très mauvaise posture et qu'on ne sait pas s'il va mourir ou pas, par exemple. Mais ce qu'elle fait à la fin nous laisse beaucoup de questions en suspens, en provoque beaucoup d'autres. Et on n'a qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2 sous la main pour avancer dans cette histoire et en savoir un petit peu plus. Donc Oksana, si tu regardes ma vidéo, j'espère que tu vas pas traîner à écrire le tome 2 et qu'il va vite sortir, n'est-ce pas? Donc
voilà, donc j'ai décidé de vous faire des points lecture de maximum 3-4 livres parce que je sais que beaucoup n'aiment pas les longues vidéos et que si j'en présente plus, on atteint facilement la demi-heure, voire un petit peu plus. Donc j'ai décidé de fractionner un peu plus mes vidéos points lecture en espérant que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que je vous ai donné envie de découvrir, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous êtes en train de lire actuellement, parce que moi je suis en train de lire actuellement Circé de Régis Moreau, qui est un thriller, je sais plus comment on dit. J'avoue que j'en suis à peu près à la moitié et pour le moment je suis un petit peu perdue, donc on verra bien ce que ça donne par la suite. Et donc voilà pour ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Je vous retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo et je pense que le prochain point lecture, selon comment j'avance ce week-end, sera soit mercredi, soit dimanche prochain, parce que j'ai déjà 2 livres finis à vous présenter de nouveau. Circé qui sera certainement fini ce week-end. Donc je ne sais pas encore si vous aurez un point lecture mercredi ou dimanche et ce que je vais vous mettre d'autres comme vidéo en attendant. Sur ce, j'arrête de blablater. Je vous souhaite un excellent dimanche et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.